Bonjour, j'ai voulu faire un point sur les dorsales lentes et rapides suite aux formations qui ont eu lieu en 2018-2019 sur les nouveaux programmes de lycée en SVT, et plus spécifiquement sur le nouveau programme de spécialité en première générale. En effet, dans ce programme 2019, dans le thème 1, la Terre, la vie et l'évolution du vivant, on a un sous-thème 1B assez conséquent, la dynamique interne de la Terre, dans lequel il y a deux parties, la structure du globe terrestre, puis la dynamique de la lithosphère. Et dans cette dynamique de la lithosphère, on commence par la caractérisation de la mobilité horizontale, puis la dynamique des zones de divergence, et enfin la dynamique des zones de convergence, donc subduction, collision, etc. C'est cette dynamique des zones de divergence, donc des dorsales, qui va nous intéresser. Si on reprend le bulletin officiel, dans le programme, on a cette petite phrase: dans certaines dorsales, dorsales lentes, l'activité magmatique est plus réduite et la divergence met directement à l'affleurement des zones du manteau. Cette phrase a pu poser problème à certains collègues qui étaient peu ou pas au fait des informations scientifiques évoquées ici par le programme. Donc j'ai voulu refaire un point scientifique là-dessus. Pour ça, j'ai plusieurs sources, dont une précieuse, très complète, la collection Enseigner les sciences de la Terre, et notamment l'ouvrage La croûte océanique, pétrologie et dynamique endogène de Thierry Juteau et René Maury, qui est paru en 2008, mais qui reste très actuel et surtout extrêmement complet, en réalité bien plus que ce dont on a besoin pour enseigner dans le secondaire. D'autres ressources existent sur différents sites internet, notamment le site EduTerre et bien sûr le site Planète Terre qui a abordé à de nombreuses reprises des problématiques liées à l'expansion océanique. Alors, ces apports scientifiques, ils ont trois sources principales, trois origines. La première est constituée par les données géophysiques, qui sont essentiellement des données de sismique réflexion et réfraction, mais également d'autres types, tels que les données magnétiques par exemple. Deuxième source, les échantillonnages et observations directes des fonds océaniques. Échantillonnage par dragage, par forage, et observation directe par submersible. Cette seconde source, elle est devenue de plus en plus importante au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et elle est fondamentale aujourd'hui. Et enfin la troisième source, l'étude des ophiolites, donc lambeaux océaniques préservés en milieu continental. Ces ophiolites ont eu une importance historique. Aujourd'hui, elles sont un peu moins fondamentales pour comprendre la structure de la croûte océanique actuelle. Passons donc aux données géophysiques. Donc la sismique réflexion et réfraction, je pense que tout le monde connaît le principe général. Il s'agit d'envoyer des ondes sismiques qui vont ensuite se réfléchir ou se réfracter à l'intérieur des différentes enveloppes du globe et on va pouvoir enregistrer le retour de ces ondes et donc en déduire la présence de réflecteurs qui marquent des discontinuités physiques à l'intérieur des couches superficielles du globe et on peut enregistrer également le temps de parcours qui va nous donner une idée de la vitesse de ces ondes sismiques dans les différents matériaux traversés. Ces données géophysiques, elles ont permis d'établir un modèle de croûte océanique. Ça fait plus de 60 ans qu'on a ce modèle et elles ont permis surtout d'élever à très grande échelle. Un des avantages de ces données géophysiques, c'est qu'elles peuvent être menées à l'échelle d'un océan entier. On a peu de problèmes au niveau des océans, de limites politiques, de zones inaccessibles. On va vraiment pouvoir faire des relevés à très grande échelle. Les principales conclusions des études géophysiques menées dans tous les océans mondiaux ont été que la croûte océanique, que j'abrégerai en CO, a une épaisseur extrêmement constante dans tous les océans quasiment. Elle est assez faible, cette épaisseur, 6 à 7 km, faible comparée à l'épaisseur de la croûte continentale, et la structure interne de cette croûte est litée. On va trouver différentes couches horizontales superposées. Voilà un enregistrement typique de vitesse des ondes S et P au niveau de la croûte océanique. Donc ici c'est indiqué cette vitesse en fonction de la profondeur sous le socle basaltique. Ce modèle il est extrêmement constant, c'est-à-dire qu'on va retrouver des données très similaires dans tous les océans, et il semble indépendant des taux d'accrétion, ce qui peut paraître surprenant, c'est-à-dire que qu'on soit dans un contexte de dorsale lente ou rapide, on va trouver à peu près les mêmes caractéristiques en termes de vitesse des ondes sismiques. Problème de ces ondes sismiques évidemment, c'est qu'il s'agit de données indirectes et que attribuer une roche, une pétrologie spécifique à une couche observée
en fonction de la vitesse des ondes sismiques est parfois ambigu. Et donc il va falloir attribuer la pétrologie par comparaison avec des données directes telles que dragage, forage et comparaison avec les ophiolites. Historiquement, comment on a interprété ce type de profil sismique? Eh bien, on a un modèle de 1963 qui divise en trois couches principales la croûte. Une première d'épaisseur extrêmement variable, qui peut être quasi nulle par exemple au niveau de l'axe de la dorsale ou épaisse de plusieurs kilomètres parfois dans certains secteurs. Cette première couche avec une vitesse des ondes sismiques assez réduite, autour de 2 km par seconde pour les ondes P, c'est la couche 1. On l'interprète comme étant une couche de sédiments. En dessous, on trouve une couche 2 avec une vitesse un peu plus élevée, autour de 5 km par seconde en moyenne pour les ondes P, qui est interprétée comme étant une couche de basalte. Puis enfin une couche 3 qui s'étend jusqu'au Moho avec une épaisseur donc de plusieurs kilomètres qui a une vitesse des ondes sismiques autour de 6,7 km par seconde, ici qui est interprétée comme étant formée essentiellement de gabbros. Et en dessous, on va trouver donc le Moho qui délimite la croûte et le manteau, même si historiquement, je rappelle que le Moho c'est une notion sismique, c'est une histoire de rupture de vitesse des ondes sismiques, de réflecteurs majeurs, et pas une histoire pétrologique avant tout. Donc sous ce Moho, on interprète la vitesse des ondes sismiques à 8,1 km par seconde comme étant celle des ondes sismiques dans le manteau, donc dans les péridotites, mais on verra que ce n'est pas toujours aussi simple. Rapidement, dans les années 70, on a pu complexifier un petit peu ce modèle en divisant par exemple la couche 2 en couche 2A, 2B, 2C avec des basaltes fracturés, puis des basaltes massifs, puis un complexe phylonien avec des dikes de basalte, la couche 3 en une couche 3A avec des gabbros et métagabbros massifs, puis une couche 3B avec des gabbros et métagabbros lités avec des protrusions de serpentine, des poches de cumula ultramafiques, etc. Et puis pour le manteau aussi, on peut préciser qu'on peut avoir différents types de péridotites, plus ou moins serpentinisés, des péridotites de type harzburgite ou lerzolite ou dunite, etc. Donc on peut complexifier un petit peu tout ça. On arrive au modèle classique du fonctionnement d'une dorsale que nous avons tous en tête, je pense, avec une décompression adiabatique des péridotites de la sténosphère à l'axe de la dorsale. Cette décompression adiabatique entraîne une fusion partielle avec un taux de fusion de 15 à 20% en moyenne, qui va générer des magmas à l'origine de la croûte océanique et une péridotite résiduelle à l'origine du manteau lithosphérique. Ce qui est intéressant, c'est que si on a une croûte d'épaisseur extrêmement constante, ça veut dire qu'on a un magmatisme extrêmement constant, avec des volumes de magma produits très similaires, quelle que soit la dorsale, quel que soit le lieu sur Terre. Ce qui veut dire qu'on a des mécanismes extrêmement similaires, notamment en termes de taux de fusion, toujours autour de 15 à 20%, de température du coup du manteau, extrêmement constante. En effet, on peut montrer par des études en laboratoire qu'une élévation de 100 degrés de la température de la sténosphère qui fond entraîne une augmentation très importante du volume de magma. On multiplie par 2 le volume de magma. Donc on devrait trouver une croûte océanique 2 fois plus épaisse si on avait une augmentation de 100 degrés. Ça n'est pas le cas, donc ça veut dire que globalement, les températures du manteau sont très homogènes et les mécanismes de fusion très homogènes. En moyenne, on peut faire le calcul par des compressions adiabatiques, on a un taux de fusion de 15 à 20% si on a une décompression adiabatique avec une fusion à 1280 degrés à plus ou moins 20 degrés Celsius. Extrêmement constante d'une dorsale à l'autre. Et donc si on a une homogénéité du manteau en termes de température et de chimie, ça veut dire qu'on a une convection mantélique vigoureuse qui homogénise ce manteau, notamment qui fait que, par exemple, si on a un taux d'expansion océanique 2 fois plus important, alors on a aussi une convection 2 fois plus importante, qui fait qu'on aura toujours la même épaisseur de croûte produite. Ceci dit, on peut tout de même tempérer un petit peu cette constance du fonctionnement de la dorsale en disant quand même qu'elle est valable au centre des segments de dorsale, mais pas à leur limite au niveau des zones de fracture, des zones de failles transformantes, où on va trouver cette fois une croûte océanique un peu plus réduite, plutôt autour de 2 km qu'autour de 6 ou 7 km, et un magmatisme donc moins important. Ces données géophysiques, elles ont bien sûr des limites. D'abord, ce sont des données indirectes, on l'a dit. Très abondantes, mais indirectes. La longueur d'onde est également une limite, puisque la longueur d'onde caractéristique des ondes utilisées, des ondes sismiques utilisées, est de l'ordre du kilomètre, soit assez comparable avec les dimensions des objets étudiés. Donc on va avoir un espèce de flou et d'effet
euh, de moyenne sur l'épaisseur de ces couches, qui fait qu'on ne va pas avoir des détails et des variations de petite taille. Enfin, ces données, elles ont tendance évidemment à être obtenues à l'échelle d'un océan, et donc on va avoir tendance à moyenner à l'échelle d'un océan, donc à ignorer les petites variations locales. Donc ça permet de modérer un petit peu cette idée de grande homogénéité de la croûte océanique qu'on avait initialement. Le modèle a rapidement évolué dans les années 80 vers des gradients continus de vitesse, c'est-à-dire que les limites entre les couches 1, 2, 3 de la croûte ne sont pas des ruptures brutales, mais plutôt des gradients continus, avec parfois des zones de transition qui peuvent faire 1 à 2 km d'épaisseur. De plus, ces limites ne sont pas retrouvées à l'identique sur de très grandes distances. On ne va pas avoir un réflecteur continu, par exemple, entre la couche 2 et la couche 3, qu'on va pouvoir suivre sur des centaines de kilomètres à l'échelle d'une même dorsale. Mais simplement, globalement, on va retrouver une couche 1, une couche 2, une couche 3, avec des variations dans leurs épaisseurs. Les données sismiques seules, surtout, sont insuffisantes pour déterminer la pétrologie. En effet, on peut avoir plusieurs modèles de roches avec des combinaisons raisonnées entre ces différents modèles qui vont nous donner euh, des résultats cohérents avec les données sismiques. Plusieurs roches possibles peuvent avoir la même vitesse d'onde sismique, les mêmes caractéristiques géophysiques. Voilà quelques modèles historiques. Donc on retrouve nos couches 1, 2, 3 et une interprétation possible. Le modèle structural est aujourd'hui assez consensuel dans la littérature scientifique. Il dit que en gros la couche 2 c'est plutôt une couche avec des basaltes fracturés, poreux, imprégnés d'eau de mer. La couche 3, une zone avec des basaltes et des gabbros plus massifs, d'où la différence de vitesse entre les deux. Donc c'est pas tellement une différence pétrologique, mais c'est une différence de propriété physique. On peut avoir des modèles un peu plus exotiques à nos yeux qui sont le modèle de S par exemple, où on a une couche 2 formée de roches basaltiques, mais une couche 3 formée plutôt de péridotites serpentinisées. Et en effet, la vitesse des ondes P dans des péridotites serpentinisées est très comparable à celle dans des gabbros massifs. Donc on ne peut pas a priori exclure ce modèle sur la base des vitesses des ondes sismiques. On peut avoir encore un modèle métamorphique avec des faciès zéolites et schistes verts dans la couche 2 et des faciès amphibolites dans la couche 3. Et enfin le modèle que nous avons tous en tête, qu'on retrouve dans un très grand nombre de manuels, qui est le modèle magmatique simple avec une couche 2 formée de lave basaltique, globalement massive et basalte en coussin, puis une transition entre couche 2 et couche 3 formée d'un complexe phylonien, puis une couche 3 formée de gabbros d'abord massifs puis lités. Ce modèle, il est intéressant, mais il reste assez naïf et il n'est pas retrouvé systématiquement dans la réalité, par exemple par forage. Donc en réalité, il faut certainement cumuler ces différents modèles, les combiner pour avoir quelque chose qui sera plus représentatif de la réalité. Et bien sûr, tout le débat est sur quelle pondération attribuer à chacun des différents modèles. Pour ça, évidemment, il faut s'appuyer sur des données directes, qui sont les données d'échantillonnage et de forage. Alors, les échantillonnages par dragage sont évidemment limités, tout au plus peuvent-ils nous donner la proportion des différentes roches à l'affleurement, mais certainement pas la structure globale de la croûte. Les forages sont plus riches en données, mais ils restent extrêmement rares. Par rapport à l'immense surface représentée par les océans, c'est des données très ponctuelles, très limité et souvent en plus dans des contextes particuliers, c'est-à-dire qu'on va faire des observations par submersible ou des forages dans des contextes qui facilitent ces observations et ces forages à la faveur de fractures par exemple ou de croûtes océaniques particulièrement minces, etc. Donc peu représentatif de la croûte océanique globale, normale. Alors, on peut faire un petit test à ce sujet. D'après vous, combien de fois un forage a-t-il traversé la totalité de la croûte océanique pour atteindre le manteau? Et la réponse est 0. Combien de fois a-t-on pu observer en direct une éruption volcanique de dorsale par submersible? Et là aussi, la réponse est 0. On n'a jamais observé à l'heure actuelle en direct une éruption au niveau d'une dorsale. Alors on a pu passer très près. Il y a eu par exemple des missions par submersible qui ont raté l'éruption à quelques heures près. Ils sont passés juste avant et juste après. Euh, mais les images qu'on a classiques de basalte coussin en train de se former au fond d'un océan, en réalité elles sont formées à quelques mètres de profondeur. Hein. C'est filmé à peu de profondeur, par exemple dans les éruptions d'Hawaï, mais certainement pas au niveau des dorsales. Autre question, quelle taille fait une chambre magmatique sous une dorsale rapide type Pacifique?
Et bien la réponse, là vous le voyez sur cette image de tomographie sismique, c'est quelques dizaines de kilomètres de longueur au maximum, quelques centaines de mètres de hauteur au maximum, donc c'est assez limité une chambre magmatique, même sous une dorsale rapide, particulièrement active, avec un magmatisme fréquent. Il faut oublier totalement les images qu'on peut avoir dans certains vieux manuels d'une chambre magmatique gigantesque qui occupe la totalité de la croûte, voire la totalité de la lithosphère. Non, au mieux on peut avoir une zone de bouillie cristalline de fusion partielle avec une certaine proportion de liquide, mais qui reste assez faible, et la zone franchement liquide, elle est très limitée. C'est une petite lentille de magma qui est probablement intermittente et discontinue, même sous une dorsale rapide. Et sous une dorsale lente. Combien de fois a-t-on pu visualiser, comme ça, par tomographie sismique, une chambre magmatique sous une dorsale lente? Eh bien, la réponse jusqu'à il y a peu de temps était jamais. On n'a jamais visualisé une chambre magmatique sous une dorsale lente. Aujourd'hui, on a une occurrence, une observation sous la dorsale atlantique d'une chambre magmatique comparable à celle sous une dorsale rapide. Donc, une seule occurrence qui montre bien que le phénomène magmatique sous les dorsales lentes, il reste assez modéré, intermittent et certainement pas un magmatisme continu tout au long de l'axe de la dorsale et tout au cours du temps. Alors, les données de forage pour ce qui est des dorsales rapides. Donc ici, essentiellement dans le Pacifique, on a essentiellement deux bons forages riches en informations que vous voyez présentés ici. Forage 504B et forage 1256D. Pourquoi si peu de forage au niveau des croûtes océaniques de dorsale rapide? Eh bien, parce qu'on a un magmatisme très abondant qui produit des coulées de lave massives, voire des anciens lacs de lave solidifiés, qui sont très difficiles à forer. Donc ces deux bons forages, malgré les difficultés, montrent une croûte océanique assez classique. On voit une couche sédimentaire, la couche 1, puis une couche 2 avec des laves en coussin, le complexe philonien, et puis on arrive à la couche 3 au niveau des gabbros. Alors vous voyez que dans le forage 504B, on n'a jamais atteint la couche 3 des gabbros, on n'était sans doute pas très loin, mais on ne l'a pas atteint. Et dans le forage 1256D, on l'a atteint, mais c'est à la faveur d'une croûte océanique assez réduite. Ici, vous voyez à peine 1400 km de profondeur, enfin d'épaisseur de cette couche 1 et 2. Euh, et ce qui est certain, c'est que la partie inférieure reste inconnue dans les deux cas. Les gabbros du bas de la couche 3 et le Moho et ensuite le manteau n'ont jamais été atteints. Alors, il ne faut pas désespérer, ça pourrait arriver. Le site 1256D, à ma connaissance, est toujours actif, c'est-à-dire qu'on peut continuer de le forer. Ici, on a des données qui ne datent que de 2005, mais il y a sans doute d'autres campagnes qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu même déjà au niveau de ce forage. Maintenant, au niveau des dorsales lentes. Alors, dans les livres, on trouve très régulièrement cette célèbre observation de la faille Vema dans l'Atlantique, donc à la faveur d'une zone de faille transformante, où on va trouver une croûte océanique classique avec la fine couche de sédiments, les basaltes en coussin, le complexe philonien, puis les gabbros, puis enfin la péridotite. Donc ça ressemble beaucoup au modèle classique, ça ressemble au modèle des dorsales rapides, seulement il faut quand même signaler que ça ne fait que 2,5 km d'épaisseur, c'est bien moins que les 6 ou 7 km attendus. Par ailleurs, on est au niveau d'une zone très atypique de faille transformante. Et surtout, ça semble peu représentatif de l'Atlantique. Si on regarde les données de forage, en réalité, on ne retrouve pas cette succession typique basalte, complexe philonien, gabbro la plupart du temps. Voilà quelques exemples de forage. Vous voyez déjà au niveau de la zone marque, on a une couche de basalte très réduite, de gabbro assez mince, à peine 1000 mètres d'épaisseur au total, et ensuite rapidement on atteint les péridotites. Au niveau de l'océan Indien, dorsale lente voire ultra lente, on va avoir assez fréquemment des gabbros directement à l'affleurement avec assez peu de basalte, voire des péridotites à l'affleurement, ou une alternance de poches de gabbro discontinues dans des péridotites. Bref, au niveau des dorsales lentes, il n'est pas rare que les péridotites du manteau supérieur affleurent associés à des gabbros de la croûte profonde, de la couche C3. Comment interpréter ce phénomène d'observation? Eh bien, la vitesse d'accrétion faible au niveau des dorsales atlantiques, antarctiques, de l'océan Indien, euh, serait caractérisée par de longues périodes amagmatiques, de pure extension tectonique, qui alterneraient avec des épisodes plus brefs de production magmatique. Ainsi, la croûte océanique serait régulièrement disloquée lors de ces épisodes de pure tectonique extensive, et les péridotites du manteau seraient mises à l'affleurement à intervalles réguliers.
Conclusion partielle de tous ces apports scientifiques. Le schéma classique de la lithosphère océanique, issu du modèle Penrose, donc la conférence Penrose de 1972, qui était basée en grande partie sur les observations des ophiolites, il reste globalement valable pour les dorsales rapides, type Pacifique. Donc on va avoir une couche de basalte en coussin, puis un complexe phylonien plus ou moins développé, puis des gabbros massifs lités, et enfin un moho qui représente la transition avec le manteau formé de péridotite à 6 ou 7 km de profondeur. Ceci dit, ce modèle n'est plus valable pour les dorsales lentes type Atlantique, où cette fois-ci on va trouver euh, une croûte discontinue avec des volcans basaltiques isolés la plupart du temps, des poches de gabbro dans un manteau serpentinisé, quelques filons, et ensuite la question du mot se pose, la signification du mot dans ce cas-là, ce serait à 6 ou 7 km de profondeur, simplement le front de serpentinisation des péridotites, c'est-à-dire la limite entre des péridotites très altérées par hydrothermalisme et des péridotites intactes en dessous. Et on peut aller encore plus loin avec un modèle indien de dorsale très lente, où on va cette fois-ci trouver très fréquemment le manteau à l'affleurement, plus ou moins serpentinisé, et uniquement des poches discontinues de gabbro de basalte, qui peuvent localement être un peu plus développées. Ici, pour fixer les idées, je considère une dorsale rapide au-delà de 9 cm par an d'expansion océanique, une dorsale lente entre 4 et 9 cm par an de vitesse d'expansion océanique, et pour le modèle indien, donc les dorsales très lentes, moins de 4 cm par an. Comment peut-on visualiser la mise à l'affleurement du manteau? On peut aussi se dire qu'on a un mode asymétrique de rifting qui peut exister au niveau des dorsales lentes en particulier. Euh, il s'agit de dire qu'on n'a pas un beau rift bien symétrique avec des blocs basculés de part et d'autre, séparés par des failles normales qui forment deux Horst de part et d'autre du Graben tout à fait symétriques et comparables, mais qu'on peut très bien avoir de grandes failles obliques qui permettent le rifting, qui coupent la totalité de la lithosphère et assurent ainsi une expansion asymétrique, dénudant le manteau et divisant des blocs basculés de part et d'autre qui peuvent être isolés au milieu de zones de manteau à nu ou beaucoup plus réguliers de l'autre côté de la faille. Ce modèle-là, il délimite donc des zones d'affleurement du manteau qu'on appelle des Oceanic Core Complex, OCC. Euh, Ces zones sont évidemment très serpentinisées, d'abord parce qu'elles affleurent et puis parce que les grandes failles obliques permettent la pénétration de l'eau de mer en profondeur dans la lithosphère. Par ailleurs, on va du coup, au niveau d'une telle expansion asymétrique, trouver des variations assez importantes latéralement de l'épaisseur de la croûte, avec parfois simplement du manteau serpentinisé avec des poches de gabbro, des petits corps de gabbro intrusifs dans ce manteau, et puis d'autres zones où les gabbros représentent une croûte beaucoup plus massive, où les complexes phyloniens peuvent être un peu plus développés, et les laves basaltiques également. Ce modèle, il est développé dans les années 80 essentiellement, également par observation de rifts tels que ceux de la province du Basin and Range aux États-Unis, mais aussi en observant la dissymétrie entre la marge passive de Galice et sa contrepartie côté canadien au niveau du Labrador, où on a au niveau de la Galice affleurement du manteau de manière assez importante, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau du Labrador. Donc on a vraiment des marges passives très dissymétriques. Pour l'affleurement du manteau, on peut mentionner aussi l'importance des failles transformantes, puisque, on l'a dit, euh, le magmatisme est plus important au centre des segments de dorsale qu'au niveau des zones de failles transformantes. C'est-à-dire qu'on a un diapyrisme qui est centré sur le milieu des segments de dorsale euh, et un magmatisme beaucoup plus limité avec du coup mise à nu du manteau au niveau des failles transformantes. Voilà. Un magmatisme donc discontinu, surtout pour les dorsales lentes. Donc on parle de spreading center pour indiquer ces diapyres. Pour donner une idée, au niveau des dorsales lentes, comme l'Atlantique, on pourrait avoir des diapyres qui sont de l'ordre de 10 km de diamètre, donc, et qui sont discontinus dans l'espace mais aussi dans le temps. La position des spreading centers peut changer
Euh, alors qu'au niveau de dorsales rapides comme le Pacifique, on aurait des segments de dorsales qui sont de l'ordre de la centaine de kilomètres, avec donc un diapyrisme bien plus important, une remontée bien plus importante de la sténosphère, plus continue dans le temps et dans l'espace, et donc un magmatisme associé plus important, plus continu. Du coup, la croûte océanique est bien sûr plus épaisse au centre de ces segments que sur les bords, on l'a déjà dit. Si on regarde une coupe cette fois-ci le long de l'axe d'une dorsale lente, eh bien, on va voir ainsi ces centres de segments euh, avec une croûte bien développée, gabbro, basalte, complexe phylonien. Et en dehors de ces centres de segments, au niveau des zones de failles transformantes, on va avoir des zones bien plus tectonisées, avec des décrochements, des failles obliques, des petits corps de gabbro ou de basalte au milieu d'un manteau très serpentinisé, à la fois à la faveur des failles et de l'affleurement de ce manteau. Et la remontée asténosphérique est moins marquée au niveau de ces zones. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? D'abord que la réalité du monde et l'état de la science sont évidemment plus complexes que les modèles que nous enseignons en lycée. Et c'est très bien ainsi. Euh, mais on peut en avoir conscience et avoir conscience du fait que ce qu'on fait étudier à nos élèves, c'est un modèle forcément simplificateur, pédagogisé, qui ne reflète pas toute la complexité de la réalité géologique. Ensuite, on peut retenir que la structure sismique homogène des croûtes océaniques, elle semble aujourd'hui surtout contrôlée par les propriétés physiques, la porosité, l'état thermique des roches de la croûte, et pas tellement par la pétrologie. C'est-à-dire que les transformations hydrothermales et métamorphiques, elles jouent un rôle aussi important finalement que la composition lithologique originelle, basalte, gabbro, etc. On peut clairement distinguer enfin les dorsales lentes des dorsales rapides. Une chose que l'on peut voir déjà, c'est simplement la topographie de ces dorsales, avec des dorsales rapides souvent caractérisées comme pour le Pacifique par un bombement axial qui indique un diapyrisme important, une structure particulièrement chaude et du coup très flottante euh, par, par isostasie, euh, et un magmatisme très important qui n'est pas complètement compensé par l'extension et du coup qui laisse une surface assez élevée au niveau de cette dorsale. Alors qu'au niveau des dorsales lentes, que vous voyez dans les deux images du bas, on va trouver au contraire un axe central avec un rift, un fossé d'effondrement et des blocs basculés qui forment les bords. Donc les lèvres de ce rift sont plus élevées que la vallée axiale, ce qui montre que la tectonique extensive domine sur la production de volumes de magma très importants au niveau de ces dorsales lentes. Voilà un schéma interprétatif, donc une dorsale rapide en haut, type Pacifique, où on retrouve notre petite lentille magmatique discontinue qui produit du magma en proportion assez importante au niveau de la zone de bombement axial. Et en dessous, deux types de dorsales lentes, un modèle symétrique et un modèle asymétrique de rifting, où on va trouver du coup un axe centrale qui correspond à une vallée axiale, un graben, euh, et un magmatisme plus limité, plus discontinu, avec des volcans isolés plutôt, voire une mise à nu du manteau euh, au niveau d'une faille asymétrique. Ce fonctionnement différent des dorsales lentes et rapides est bien sûr en lien avec le contexte tectonique global, c'est-à-dire l'abondance des zones de subduction de part et d'autre de la dorsale, qui est le moteur des mouvements tectoniques, va conditionner la vitesse d'expansion et donc l'importance respective de la tectonique et du magmatisme également, mais aussi bien sûr en lien avec un contexte plus régional et la géométrie fine de la région. Je rappelle quand même au passage que les subductions sont bien visibles en tomographie sismique. On voit des plaques lithosphériques froides s'enfoncer au moins jusqu'à la zone des 670 km, voire jusqu'à la zone des 1700 km, voire encore plus loin. Ça, on le voit très bien au niveau des différentes zones de subduction. Donc c'est un phénomène majeur dans la convection mantélique. Par contre, les dorsales sont peu enracinées dans le manteau. Ici, vous voyez au niveau de la dorsale atlantique, la perturbation thermique, elle se voit jusqu'à 200 km de profondeur environ. Donc c'est assez peu profond, c'est le sommet de la sténosphère, c'est à peu près tout.
Donc on a un mouvement de convection qui est beaucoup plus local, une remontée qui est assez modérée au niveau de ces dorsales, ce qui tend à prouver qu'elles ont plutôt un rôle passif d'accommodation de la plongée au niveau des zones de subduction. Quand on a ça en tête, eh bien, on comprend pourquoi les dorsales rapides sont situées dans des zones bordées de zones de subduction. Donc, par exemple, pour le Pacifique, l'expansion est très importante puisque la plaque pacifique elle est tirée par toute la ceinture de feu du Pacifique, par toutes les zones de subduction de l'ouest du Pacifique. La plaque Nazca, la plaque Coco, etc., les microplaques de l'autre côté aussi sont tirées par la subduction sud-américaine. Donc la dorsale se comporte de manière passive et va s'étendre fortement, ce qui entraîne une remontée assez vigoureuse et donc un volcanisme assez vigoureux. Au niveau contraire de l'Atlantique, on a peu de zones de subduction, a fortiori au niveau de la dorsale antarctique ou de la plaque de la dorsale indienne, et donc on va avoir une vitesse d'expansion beaucoup plus modérée euh, qui va entraîner un magmatisme plus limité, voire une remontée de manteaux suffisamment froid pour qu'il soit dénudé et altéré de façon hydrothermale sans fondre de manière importante. L'interaction avec les points chauds va bien sûr compliquer un petit peu l'ensemble, puisque les points chauds, eux, sont visibles profondément en tomographie sismique. Par exemple, au niveau de l'Islande, ici, on voit que jusqu'à la limite noyau-manteau de 1900 km, on va suivre le panache mantélique ascendant de matière chaude. Et donc, effectivement, au niveau des zones où il y a des points chauds, on va avoir un magmatisme plus important et une convection plus vigoureuse, d'origine plus profonde, plus active. Euh, ces points chauds, par ailleurs, au moins au moment de leur initiation, vont être responsables de grandes provinces magmatiques qui jouent de façon probable un rôle dans l'initiation du rifting et de l'ouverture océanique à plusieurs reprises dans l'histoire de la Terre. Mais je vais chercher des choses un petit peu plus éloignées de notre sujet là. Alors, passons à présent à une partie sur les ophiolites. On en connaît à peu près 150 exemples de tous les âges, un peu partout dans le monde. Une quarantaine sont bien étudiés. Euh, ces ophiolites ont été une source d'information très importante historiquement sur les fonds océaniques. C'est moins justifié aujourd'hui qu'on a d'autres types de données, notamment des données directes plus abondantes sur les fonds des océans. Voilà un exemple de mécanisme typique d'obduction qui va mettre en place donc cette relique océanique sur une côte continentale et donc la préserver de la disparition par subduction. Donc là c'est le cas de l'ophiolite d'Oman, mais c'est assez représentatif de ce qu'on peut trouver ailleurs. Une question qui se pose, c'est celle du contexte de mise en place des ophiolites et qui est très discutée avant l'obduction, j'entends. Parfois, on a des ophiolites dont on a pu montrer clairement qu'elles étaient associées à des bassins d'arrière-arc, voire qu'elles avaient été mises en place directement à l'aplomb de zones de subduction, donc avec des mécanismes de fusion très différents de ceux d'une dorsale type et des roches de la croûte océanique assez atypiques parfois. Donc leur portée comme modèle pour expliquer le fond des océans actuels est parfois discutable. On trouve deux grands types d'ophiolites, Hot et Lot, avec tous les intermédiaires possibles. Hot, ça correspond à Harzburgite Ocean Type, donc ça correspond à une péridotite qui est de type Harzburgite, et Lot, l'Herzolite Ocean Type. Euh, voilà une représentation simplifiée de ces deux types d'ophiolites, avec les exemples typiques que sont Oman et Chenaillé, mise en regard avec la structure de la croûte océanique déterminée par la géophysique. Donc on retrouve les couches de sédiments qui correspondent à la couche 1, la couche 2 dans le cas de l'ophiolite d'Oman est bien identifiée. Donc l'ophiolite d'Oman c'est un ophiolite de type Hot, donc à Harzburgite, c'est-à-dire que les péridotites sont formés d'Harzburgite assez appauvris par un magmatisme important. Euh, on a ensuite, au-dessus de ces péridotites, un mot qui correspond à la limite péridotite gabbro, donc à la limite croûte-manteau, à peu près à 8 km de profondeur dans le cas d'Oman, donc c'est assez typique. Des gabbros qui vont être d'abord des gabbros lités, puis en remontant des gabbros plus massifs. On va avoir dans ces gabbros d'ailleurs des intrusions ultra basiques qui ne sont pas mentionnées ici. Puis un complexe philonien à la limite couche 2, couche 3. Et enfin des basaltes en coussin qui forment la couche 2. Donc on est dans le cas assez typique d'une croûte océanique. Dans le cas Lot, donc on a
euh, ce cas au niveau des ophiolites alpines, par exemple, Ligure, etc. Le chênaillier est un bon exemple. On retrouve la couche de sédiments, puis des basaltes en coussin assez peu épais, puis des poches de gabbro dans des péridotites qui sont donc ici des lerzolites, donc peu appauvris par le magmatisme, sans doute moins importants dans ce cas. Par contre, ces péridotites, fortement serpentinisées, fortement altérées par hydrothermalisme. On note aussi la couche BR qui correspond à des brèches sédimentaires très développées, ce sont les fameuses ophiocalcites dans les Alpes, qui séparent ici les basaltes des couches 2 et 3 correspondant aux gabbro et péridotites en dessous. Ces brèches, elles indiquent qu'il y a eu des phases d'extension tectonique très marquées en l'absence de magmatisme, au moins temporaire, qui ont fracturé les roches océaniques préexistantes, les basaltes, les gabbros, les péridotites également, et les ont associés, mélangés à des sédiments. Donc on voit ici un magmatisme discontinu associé à une tectonique extensive cassante qui va remanier l'ensemble et parfois faire affleurer le manteau. Les ophiolites de type Hot correspondraient à ce qui est mis en place au niveau de dorsales rapides actuelles, type Pacifique, les lottes aux dorsales lentes, type Atlantique, et les ophiolites intermédiaires probablement à des dorsales intermédiaires. La signification du mot euh, peut être questionnée. Dans le cas des hôtes, pas de problème, ça correspond bien à la limite manteau-croûte. Mais dans le cas du chenaillé, des lottes, donc le mot correspondrait plutôt à la limite entre l'erzolite serpentinisé et l'erzolite non altéré, comme pour les dorsales lentes. Dernière question qui peut se poser, dans les manuels, comment est traitée cette question des dorsales lentes et de l'exhumation du manteau au niveau des dorsales lentes? Et bien de façon très variable. C'est pas très bien traité dans certains livres, par exemple dans le Magnard, je vais vexer personne, mais l'association systématique de l'étude de la structure de la croûte océanique avec les ophiolites déjà est un peu maladroite. Euh, les énormes cercles rouges qui indiquent les zones de fusion partielle pourraient laisser penser qu'on a des chambres magmatiques gigantesques sous la dorsale. C'est un peu maladroit là aussi. Et puis surtout, l'exhumation du manteau n'est pas du tout montrée, puisqu'on nous montre euh, des dorsales lentes avec une couche de croûte bien continue, des ophiolites avec une croûte bien continue également, même dans le cas des lottes. Donc c'est pas très habile. Dans certains livres, c'est un petit peu mieux, par exemple ici dans le Hachette. Bon, mais là encore, on peut se demander pourquoi faire forcément, systématiquement référence en priorité aux ophiolites, alors qu'on a d'autres types de données. Bon, ceci dit, l'exhumation tectonique du manteau est pas mal montrée. Et puis, dans d'autres encore, comme le Belin par exemple, on a une présentation très exhaustive, peut-être trop, des phénomènes d'exhumation tectonique du manteau, de cette croûte discontinue, formée plutôt de poches de gabbro dans des péridotites serpentinisées, et même un rappel des différences entre dorsale lente et dorsale rapide en termes de topographie, et un joli schéma qui pourrait être celui qu'on peut retenir pour sortir un peu du schéma des croûtes océaniques typiques basalte gabbro complexe phylonien, où on peut avoir également au niveau des dorsales lentes plutôt ces lentilles de gabbro, ces volcans basaltiques discontinus et ces péridotites serpentinisées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.